Municipal 2014, cette fois nous y sommes. Le premier tour est presque clos. Le vote se poursuit à Montpellier jusqu'à 20 h. Pour toutes les autres communes de l'Hérault, c'est terminé depuis 18 ou 19 h. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette longue, très longue soirée électorale. Un dispositif exceptionnel sur TV Sud. Toutes nos équipes mobilisées, 50 personnes sur le terrain et 3 plateaux ici à Montpellier pour l'Hérault, à Nîmes pour le Gard avec Pierre-Paul Castelli et Christophe Chay. Nous sommes aussi présents dans les Bouches-du-Rhône sur LCM avec Julien Desvages. 12 points de direct au total avec les 3 départements grâce à un système de liaison utilisé pour la première fois en France qui fonctionne grâce au réseau mobile. Tous les résultats, les analyses avec notre politologue fétiche qui va m'accompagner jusque très tard ce soir, c'est Michel Crespi. Bonsoir Michel. Bonsoir. Tout au long de cette soirée, nous aurons les réactions des candidats en direct ici ou en duplex à Montpellier, Béziers, Sète et Saint-Gilles dans le Gard. Nous serons aussi en liaison régulière avec la préfecture de l'Hérault. Voilà pour le dispositif. Un mot de la participation. Une participation à 17 h dans l'Hérault qui était de 59,56%. C'est presque 3 points de moins qu'en 2008. En 2008, à la même heure, c'était 63% de participation. Un mot sur ce chiffre. On avait annoncé au niveau national une participation, en tout cas une abstention de 35%. On verra le résultat définitif, mais en tout cas, on a moins voté cette année. Alors même plus que ça, les derniers sondages planchaient surtout sur 39, 40, peut-être même au-delà. Il semble qu'on n'y arrivera pas tout à fait au niveau national, mais Montpellier et l'Hérault en particulier votent plutôt moins que la moyenne nationale, et cette fois-ci encore un peu moins. Et en effet, on risque d'avoir des chiffres extrêmement bas et peut-être historiquement bas pour une élection municipale. La participation dans le Gard, elle était à 17 h de 59,12%. Là encore, une participation en recul par rapport à 2008. Même constat sur ces départements. Que faut-il en conclure? Vous en avez déjà un petit peu parlé, mais est-ce que effectivement ce scrutin qui est le plus intéressant pour les électeurs après la présidentielle, on sait que ça vote toujours beaucoup à la municipale, là quand même il y a un désintérêt ou alors un message brouillé, comment on peut interpréter? Il est quand même généralement très inférieur à la présidentielle. Sur une présidentielle, on a une participation aux alentours de 80%, sur une municipale on avait la dernière fois 65%, cette fois-ci on risque d'avoir 62%. 61, quelque chose dans ce genre-là. Il y a une érosion constante depuis une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, de la participation sur toutes les élections, même la présidentielle un tout petit peu, moins que les autres, mais un tout petit peu quand même. Et sur les autres élections, législatives, départementales, etc., ça, c'est tout à fait spectaculaire. On a une baisse très forte. Non, pas très forte si on la prend sur la durée, mais un grignotage, si vous voulez, de la participation. Alors c'est dû à une quantité de facteurs, dont le premier est probablement psychologique, c'est-à-dire que beaucoup d'électeurs ont de moins en moins l'impression que les politiques peuvent faire quelque chose à la situation et que dans ces conditions, ce n'est pas la peine d'aller voter si les politiques n'ont pas le pouvoir et que le pouvoir va à d'autres, aux marchés internationaux qui ne sont pas élus. Ça reste un scrutin important parce que ça touche quand même la vie des gens. Oui. Le maire est un personnage public très important tout de même. Tout à fait, c'est celui pour lequel il y a le plus de participation après la présidentielle, mais 15 points derrière la présidentielle, ce qui est beaucoup. Effectivement, les Français pensent qu'il y a 2 personnages importants dans la vie publique, c'est le président de la République et le maire. Donc ils vont aller voter plus particulièrement pour ces 2 personnages plutôt que pour des représentants dans des assemblées qui n'incarnent pas un pouvoir exécutif identifiable. Un mot de cette réforme, on en a beaucoup parlé, de la réforme électorale, alors elle est effectivement assez large. L'une des particularités principales cette année, c'est que les électeurs ont élu la liste, effectivement une liste de conseillers municipaux, mais sur la même liste, il y avait aussi un fléchage, enfin une indication sur les conseillers d'agglo. On a donc élu au suffrage universel les conseillers d'agglo. C'est une vraie nouveauté cette année en 2014. Bah oui, c'est une vraie nouveauté parce que les intercommunalités et les agglos prennent de plus en plus d'importance et qu'à partir de là, la suite logique du mouvement, c'est que
les conseillers composant les conseils d'agglomération soient élus directement au suffrage universel. Alors là, on est dans une étape intermédiaire, si vous voulez, où ils sont fléchés à l'intérieur du conseil municipal, donc on sait qui c'est. Ils sont élus d'une certaine manière, mais en même temps qu'ils sont conseillers municipaux. Donc on est un petit peu entre deux montures, mais on va déboucher sur une élection au suffrage universel direct, effectivement, étant donné l'importance que prennent les intercommunalités. On en avait beaucoup parlé avant ce premier tour. On va revoir un petit peu de façon pratique comment on a voté, comment ça s'est passé, ce vote mixte, d'une certaine manière, entre les conseillers municipaux et les conseillers d'agglo. C'est un reportage d'Olivier Michel. C'est la loi de réforme des collectivités territoriales de décembre 2010 qui va introduire ce dimanche 23 mars pour les citoyens le vote au scrutin universel direct pour l'élection des conseillers communautaires. Les électeurs auront sur le même bulletin les conseillers municipaux et les conseillers d'agglomération. Donc ils vont voter pour les deux et les conseillers d'agglomération seront élus donc au suffrage universel direct et non pas par les conseils municipaux comme ils l'étaient précédemment. Une réforme qui va donner une certaine légitimité démocratique aux délégués communautaires et aux intercommunalités qui, avec le transfert des compétences, ont pris de l'importance. Au niveau du délégué, eh bien c'est lui donner encore plus de force parce que c'est le peuple qui l'a élu. Et ça va permettre peut-être aux citoyens de se sentir encore beaucoup plus concernés par l'outil que représente la communauté d'agglomération. Autre particularité de la réforme, elle introduit la parité avec une alternance homme-femme sur toutes les listes. Chaque commune aura donc au moins un ou une représentante au sein du conseil communautaire. Le nombre est fixé proportionnellement au nombre d'habitants par arrêté préfectoral. Avec 142 205 habitants, Nîmes aura 50% des sièges, soit 48 conseillers. Mais parmi eux, fait nouveau, un quart seront de l'opposition. La situation dans laquelle une ville avait à elle seule la majorité absolue, elle faisait ce qu'elle voulait dans une agglo ou dans une intercommunalité, ça c'est terminé. Il faudra à chaque fois recueillir des majorités, je dirais, politiques, à partir des conseils municipaux et de gens qui ont été désignés par le suffrage universel d'une certaine manière. D'une certaine manière, car si le bulletin de vote vous indique bien pour qui voter, il ne vous laisse pas le choix entre les deux listes de candidats. Attention, toute rature rendra le bulletin nul. Bien, alors je vous le rappelle, les résultats, c'est à partir de 20h. Hein, vous le savez, on ne peut pas pour le moment parler résultats. Michel, hein, c'est à chaque fois de la même manière. C'est chaque fois pareil, c'est un système qui fuit de tous les côtés. Parce que avec les réseaux sociaux, c'est un petit peu compliqué. Avec les réseaux sociaux, naturellement, tous les résultats qui sont des bureaux qui ont fermé à 18h sont déjà sur les Twitter, Facebook, etc. Pour les présidentielles, on a plusieurs télévisions ont rompu la règle fixée par le CSA parce que des chaînes étrangères donnaient ces résultats. Avant, oui. Bon, là, les résultats sur des chaînes étrangères, vous ne les trouverez pas parce que ni les Canadiens ni les Suisses ne s'intéressent à ce qui se passe exactement à Amiens, à Caen. Dans les grandes villes, à Paris ou à Marseille ou Montpellier. Donc, à la rigueur, on pourrait avoir des résultats des grandes villes, mais les grandes villes ferment à 20h, donc c'est inutile. Cela dit, ça part de tous les côtés, et ça part de l'idée que des électeurs venant voter au dernier moment, entre 18h et 20h dans les grandes villes, pourraient être influencés par ce qu'ils sauraient des résultats dans les villes qui ont fermé à 18h. Bon, les Américains qui ont 6 fuseaux horaires, si je me souviens bien, ils ont les résultats de New York avant San Francisco. Ça ne change rien à leur vote et ça ne leur a jamais posé de problème. Mais en France, ça fait un problème grave. Et donc, on ne peut pas donner les résultats avant 20h. Bon, alors, à tout à l'heure pour les résultats. Pour le moment, je vous parlais du dispositif. On va retrouver tout de suite en direct Mouad Eliakabi, qui se trouve à la mairie de Montpellier. Mouad, quelle est l'ambiance? On sait que le vote n'est pas terminé à Montpellier. Oui, effectivement. Alors, Hélène Mandreau mettra fin au vote à 20h, mais dans ce bureau de vote numéro 46, situé dans le hall de la mairie, bien comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a encore des gens qui viennent voter. À 19h, le taux de participation était à 54%. Pour vous donner une idée, à Montpellier, dans l'Hérault, à 17h, selon les chiffres de la préfecture, ils étaient à 59%. C'est plutôt une moyenne basse, vous l'aurez compris. Mais encore une fois, il reste encore quelques minutes et il y a encore des gens qui viennent voter ici à Montpellier, dans la mairie, de Montpellier. Merci Mouad, on vous retrouvera tout à l'heure, un peu plus tard dans la soirée. On le disait, à Montpellier, on vote un petit peu moins qu'au niveau du département. Mouad annonçait 55% de participation alors qu'il reste encore une vingtaine de minutes de vote. Oui, mais ça s'explique par le fait qu'on vote beaucoup plus dans les petits villages.
Dans les petits villages, le taux de participation est très fort parce qu'il y a une communauté qui fonctionne, les gens se connaissent plus ou moins les uns les autres et c'est beaucoup moins anonyme que dans les villes. Et donc ceux qui ne votent pas finissent par se signaler à l'attention des autres et c'est mal vu. Et donc quand vous faites la moyenne d'un département dans lequel il y a un certain nombre de petits villages, un grand nombre puisqu'il y a 343 communes dans l'Hérault, effectivement la moyenne est plus élevée, la participation moyenne est plus élevée que dans la grande ville qui est Montpellier. Alors la participation, la motivation en tout cas des électeurs, quelle est-elle? On est allé avec une caméra, un micro, faire un petit micro-trottoir. On va écouter un petit peu les motivations ou pas des Montpelliérains. C'est important parce que, surtout, moi, pour les municipales, ça touche vraiment les gens à la proximité. Donc j'avais envie de voter. Tous les votes sont importants. Moi, je pense que c'est un droit, mais c'est avant tout un devoir. Il faut aller voter, c'est normal. Depuis que la politique est devenue un métier, et ce n'est plus quelque chose où on donne de soi, c'est devenu trop professionnel. On en discutait justement avec ma sœur. Pour moi, les municipales, c'est plutôt... je voterais plus pour une personne que pour un parti, alors que pour les élections présidentielles, c'est plus pour un parti. En tant que citoyen, c'est important d'aller voter, de donner son opinion par rapport à la vie politique. Le maire de chaque commune est important. Donc, une partie de notre argent qui est dispatché par rapport à cette liste. C'est vachement important. J'ai toujours voté, moi, de toute façon, depuis que j'ai 18 ans. Pour moi, c'est vraiment important et c'est de plus en plus important, je trouve, pour justement tout ce qui est élection locale. Important, ça revient beaucoup dans ce micro-trottoir, l'importance de la commune, du maire, de l'élection du maire. Oui, parce que c'est le pouvoir de proximité. Vous avez beaucoup de mal à rencontrer le président de la République ou même les députés ou les ministres. En revanche, le maire ou les conseillers municipaux dans les grandes villes, vous pouvez aller les voir très facilement et avoir un contact direct avec eux, leur expliquer ce qui ne marche pas à votre avis. Et donc les gens sont très attachés, tiennent beaucoup à ce pouvoir de proximité. Vous l'avez dit, 343 communes dans l'Hérault. Il y avait 13 806 candidats pour cette municipale sur les différentes listes. 418 listes sur les communes de plus de 1000 habitants. Ça, ce sont pour les chiffres. On va rejoindre à présent Marlène Mecq, qui est en direct de la mairie de Béziers, qui va nous donner un petit peu l'ambiance à Béziers. Le vote est terminé depuis 18 h. Le dépouillement est bien avancé. Marlène, où en est-on? Bonsoir. Alors vous l'avez dit, le vote est donc terminé depuis 18 h et là vous voyez qu'il y a beaucoup de monde. Ah, on a une petite coupure de son. On retrouvera Marlène Mecq dès que possible. On a commencé à parler de la réforme de l'élection, en tout cas la réforme électorale cette année. Je vais y arriver. La réforme va un peu plus loin que cette élection au suffrage universel des conseillers d'agglo. Il y a aussi une question de nombre d'habitants par commune. Expliquez-nous un petit peu le fond de cette réforme. Alors en réalité, on avait 3 systèmes électoraux différents, suivant que la commune avait plus de 3500 habitants, ou entre 1000 et 3500, ou moins de 1000. Et la réforme a consisté à aligner celles qui étaient entre 1000 et 3500 sur celles qui avaient déjà plus de 3500. Donc c'est avant 1000 et après 1000. Voilà, maintenant c'est uniquement deux catégories. Avant 1000 et après 1000. Et ça c'est une première chose. Et la deuxième chose c'est que la déclaration de candidature est désormais obligatoire, y compris à moins de 1000. Alors qu'auparavant, on avait le droit de voter pour des gens qui n'étaient pas candidats. Et on a même vu des maires élus, alors qu'ils n'étaient pas candidats, qui ne voulaient pas l'être, et qui ont été élus quand même. Là, maintenant, c'est terminé. Il faut déclarer sa candidature et on n'avait pas le droit de voter pour quelqu'un qui n'est pas candidat. Il y a aussi la parité qui est instituée sur les listes. Et il y a des communes, effectivement, 5 dans l'Hérault, où il n'y a qu'une seule liste. Ça veut dire que ces candidats, ces listes seront de toute façon élus quoi qu'il arrive? Oui, alors la parité, c'est l'autre volet de la réforme. La parité est obligatoire à partir de 1000 habitants, alors qu'auparavant, entre 1000 et 3500, c'était pas la même chose. Dès l'instant qu'il y a une liste de candidats qui a été enregistrée et qu'un seul électeur
Même s'il est lui-même sur la liste. Vote un seul vote suffit. Donc, c'est terminé. Oui. La tête de liste. Dans le cas précis, s'il vote pour lui, il est un maire. des membres de la liste va voter, ça suffit. Mais ce qui est tout à fait frappant et qui recoupe ce que vous disiez tout à l'heure sur les motivations des gens, c'est que même quand il n'y a qu'une seule liste, on a des taux de participation de 60 ou 50% facilement. Il y a un grand nombre de gens qui vont voter quand même s'il n'y a qu'une liste, et que donc le résultat est complètement évident parce que c'est un devoir civique et ils y tiennent. On va partir dans le Gard, à présent retrouver notre envoyé spécial Olivier Michel, qui est à Saint-Gilles. Saint-Gilles, où un député Front National est candidat, Gilbert Collard, député de la 2e circonscription du Gard, candidat à la mairie. Olivier Michel, bonsoir. Quelle est l'ambiance à Saint-Gilles? Et puis, on doit être en plein dépouillement à présent. Eh bien, l'ambiance est plutôt calme ici, Olivier. Nous sommes actuellement au château La Baume, sur les hauteurs de Saint-Gilles, où s'est replié derrière nous Gilbert Collard. Il n'est pas en centre-ville avec les autres candidats. Gilbert Collard qui s'est quand même dit serein au vu des premiers scores. Il a voté ce matin, non pas à Saint-Gilles, mais à Galician, comme son statut de député le lui permet. Rappelons que Gilbert Collard est un des 2 seuls députés FN français en compagnie de Marion Maréchal Le Pen. Il avait été élu en juin 2012, ici sur la 2e circonscription du Gard, avec 42% des voix, mais c'est ici à Saint-Gilles qu'il avait réalisé un score de 53%, un score qu'il compte bien réitérer dès le premier tour, face notamment au maire sortant PS, Alain Guédot, face à Eddy Valadier de l'UMP-UDI et de Samuel Serre d'Hiver Droite. Je vous rappelle qu'en 1989, la commune de Saint-Gilles a été la première commune française de plus de 10 000 habitants à passer aux mains du FN. Merci Olivier, on vous retrouvera un peu plus tard dans la soirée. Le Front National, effectivement, qui risque de jouer un rôle essentiel et qui va jouer un rôle essentiel visiblement dans cette élection municipale, notamment dans le Gard, notamment à Saint-Gilles, comme l'indiquait Olivier Michel, et Gilbert Collard, qui est candidat à Saint-Gilles. Ah oui, le Front National vise au moins une dizaine de victoires pour lui-même, et il va jouer un rôle important partout où il dépassera les 10% de suffrages exprimés et où il aura la possibilité de se maintenir. Et il a annoncé qu'il le ferait dans la majorité des cas, dans la grande majorité des cas, sauf pour quelques UMP, dans certains cas précis, sans aller plus loin dans le détail et l'énoncé des noms. Probablement pas à Béziers pour l'UMP, puisque justement le candidat soutenu par le Front National, Robert Ménard, est au coude à coude dans les sondages, en tout cas pour le moment, avec le candidat UMP, Elie Aboud. C'est très très proche sur les sondages au niveau de Béziers. On va attendre les résultats. On aura l'occasion de les communiquer, mais visiblement, ça va se jouer à très peu de voix, à quelques centaines de voix peut-être, sur cette ville de Béziers. Oui, certainement. On va se trouver dans cette situation un peu paradoxale qu'il y a quelques années, le Front National était une espèce d'arbitre entre l'UMP et le PS et perturbait le duel entre l'UMP et le PS. Et il y a certains endroits, comme peut-être Béziers, on verra plus tard dans la soirée, d'ici quelques minutes, si c'est le cas, où c'est les socialistes qui vont jouer le rôle d'arbitre entre l'UMP et le Front National, ce qui est une situation paradoxale, mais bon, il va falloir s'habituer à beaucoup de choses. On va y aller justement à Béziers, on va retrouver en direct Marlène Meck, on va voir si effectivement la liaison fonctionne cette fois. Rebonsoir Marlène, le dépouillement, je le disais, vous le disiez, a démarré. Où en est-on maintenant? Est-ce que effectivement l'ambiance reste bonne, tendue? Il y a toujours autant de monde derrière vous, c'est ce qu'on peut remarquer. Oui. Alors il y a beaucoup de passages derrière moi. En effet, beaucoup de monde est venu assister au dépouillement à l'hôtel de ville. Dépouillement qui vient de s'achever dans le bureau numéro 1. Les gens sont repartis. Beaucoup de personnes avec la mine en effet plutôt tendue. Alors la forte mobilisation des électeurs biterrois aujourd'hui est à noter avec 64% d'entre eux
qui est allé voter pour ce premier tour. C'est un taux de participation bien plus élevé qu'au premier tour en 2008 où 57% des électeurs s'étaient déplacés. Alors je vous rappelle les Forçats en présence, Eliabou adoubé par le maire sortant UMP Raymond Couder, le socialiste Jean-Michel Duplat, Robert Ménard, soutenu notamment, vous l'avez dit, par le Front National et Aimé Coutet pour le Front de Gauche. Les premières tendances vont se dessiner très rapidement maintenant puisque le dépouillement se termine. Voilà, le dépouillement se termine et puis on aura peut-être premier résultat partiel après 20 heures. De toute manière, une forte participation, c'est une indication importante pour Béziers, un scrutin qui a intéressé, en tout cas visiblement, les électeurs. Oui, c'est pas surprenant parce que justement, chacun avait le sentiment qu'il était indécis. Et il y a toujours une mobilisation plus forte quand le résultat est incertain. Lorsque, au contraire, on est à peu près sûr que le maire sortant va repasser largement, effectivement, ça ne motive pas beaucoup ni ses partisans ni ses adversaires. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que c'est quand même, avec peut-être Fréjus, la seule, peut-être Forbach, enfin, il y a 2 ou 3 cas comme ça, de grandes villes, parce que Béziers est une grande ville, plusieurs dizaines de milliers d'habitants, largement. Presque 80 000 habitants. Peut éventuellement basculer au Front National. Et ça, ce serait en effet un événement important et c'est normal que les gens se décident par rapport à ça. On verra donc l'évolution et puis on aura les premières indications à partir de 20h. Je parlais tout à l'heure des communes de l'Hérault. Il y en avait 5 et qui n'avaient qu'une seule liste. Je vais vous les citer, je ne les avais pas données tout à l'heure. Cournon-Sec, La Vérune, Beaulieu, Saint-Drézéry et Saint-Bresse. On va voir un petit peu certains candidats voter, notamment à Montpellier, les têtes de liste. Ils ont tous effectivement fait leur devoir civique aujourd'hui. On va commencer par Jean-Pierre Moore qui a voté effectivement à Montpellier. Il était l'ancien maire, était maire de Cournon-Sec, donc jusque-là il ne votait pas dans la capitale régionale. On va voir dans un instant. Voilà, Jean-Pierre Moore qui votait à Montpellier ce matin. Alors c'est toujours très traditionnel, Michel Crespi, ces séances de vote, alors toujours assez médiatisées. C'est un moment important aussi pour ces têtes de liste parce qu'il y a eu une campagne très longue, plus d'1 an pour Jean-Pierre Moore. Et puis là, on est dans l'aboutissement, les jeux sont faits. Oui, les jeux sont faits et puis on est tenu par ces fameuses règles du CSA qui veulent éviter que le scrutin soit influencé le jour même du scrutin. Donc la campagne électorale est arrêtée. Arrêtée depuis vendredi minuit voilà, pour les médias. On ne peut pas interroger des gens sur le terrain parce que ça risquerait d'influencer dans un sens ou dans l'autre. Donc qu'est-ce qu'on fait? On montre les candidats en train de voter, ce qui est la moindre des choses. Si les candidats ne votent pas, alors plus personne n'ira. Et donc on a un peu ce rituel de candidats s'inclinant devant le suffrage universel et venant déposer une enveloppe à leur propre nom dans l'urne. Enfin, on imagine. Bon, on va voir les autres têtes de liste montpelliéraines votées. Il y a eu Jacques Domergue, il y a eu Philippe Sorel, bien évidemment, France Jamais pour le Front National. On a toutes ces images de vote. Alors là, on est effectivement avec Jacques Domergue sur ces images. C'était en fin de matinée. Ils votent beaucoup en fin de matinée, les candidats, sauf le Front National qui a voté en milieu d'après-midi. À Montpellier, on verra effectivement les premières tendances tout à l'heure. La campagne a été assez active sur une durée assez courte. Ça s'est un peu activé dans le dernier mois. Et puis, il y a eu des meetings, il y a eu pas mal d'actions. Et puis, un résultat qui est assez indécis, finalement. Oui, ça fait partie de ces situations où on risque d'avoir non seulement une triangulaire, mais peut-être une quadrangulaire, voire une pentangulaire, puisque maintenant on commence à parler de ça, cas dans lequel on a 5 listes au second tour, ce qui se produit rarement. Ça tient au système électoral, ça tient au fait que pour être qualifié au second tour, il suffit d'avoir 10% des suffrages exprimés. Voilà. 10% des suffrages exprimés, ce n'est pas inatteignable pour un bon nombre de listes, et même pour un bon nombre de listes sans étiquette et de candidats qui n'appartiennent pas à des partis politiques constitués. Ce n'est pas du tout le cas à la présidentielle, où il faut être au premier ou au second. Ce n'est pas le cas aux législatives, où il faut 12,5% des inscrits, ce qui veut dire, avec les abstentions, à peu près 18% des votants. Donc là, c'est plus ouvert, plus facile d'obtenir 10% des votants. C'est beaucoup plus facile. On va retrouver en direct de la préfecture de l'Hérault Julien Lamoussière qui va nous indiquer la participation, faire un point sur cette participation, le seul chiffre que nous puissions donner pour le moment, en tout cas jusqu'à 20h. Bonsoir Julien. Bonsoir Olivier, bonsoir à tous.
Alors, la participation, justement, dans le département de l'Hérault, elle est en baisse par rapport il y a 6 ans au dernier scrutin pour ce premier tour. À 17h, le résultat n'est pas définitif. On attend les bureaux de vote qui fermeront, vous le savez, à 20h à Montpellier, à 19h à 7 et partout dans le reste des communes et villages à 18h. Alors, pour l'instant, à 17h, la participation était de 59,5% des voix, alors qu'elle était de 63,03% il y a donc 6 ans en arrière à ce premier tour. C'est donc 4 points de moins pour cette participation. Les Héroltais se sont moins mobilisés dans les urnes par rapport au scrutin de 2008. Simplement vous donner 2 chiffres quand même significatifs. Dire qu'à Béziers, on s'est mobilisé assez fortement. Pratiquement 64% des Biterrois sont allés voter aujourd'hui. Participation importante apparemment également au Grau-du-Roi. Là, on a 78% des Grelins et Grelaines qui ont fait leur devoir d'électeur. On verra si cette mobilisation ou non va peser dans les urnes. Réponse d'ici 20h. Tout à l'heure, Olivier. Merci beaucoup. À tout à l'heure, Julien. 78% de participation, c'est beaucoup au Grau-du-Roi. Le Grau-du-Roi, c'est dans le Gard. Je sais oui, pas il était. Alors la préfecture, c'est la préfecture de région aussi. Donc il a aussi effectivement des indications sur le Gard, surtout des indications assez exceptionnelles. Nous n'avons que des amis dans le Gard, donc ça pose une espèce de problème. 78%, c'est. 78%, c'est considérable. Oui, c'est beaucoup. C'est des résultats de toutes petites communes, ce que n'est pas le Grau-du-Roi. Bon, alors il y a probablement des circonstances locales, vous savez, c'est des élections locales, donc il y a très souvent des explications qui sont purement locales, et comme je ne suis pas, je cherche le mot pour l'habitant du Grau-du-Roi, j'avoue, je ne sais pas comment ça s'appelle. Je ne vais pas me hasarder non plus. Comme je n'habite pas le Grau-du-Roi, on va faire employer une périphrase, je ne sais pas quelles sont les conditions locales qui peuvent expliquer ce résultat. De manière générale, pour cette élection municipale, est-ce que le contexte politique national peut jouer? On sait le gouvernement en grande difficulté. Est-ce qu'effectivement le Parti socialiste risque de subir un revers dans certaines grandes villes, notamment qui sont un peu plus politisées tout de même que les petites communes, en tout cas pour les élections municipales? C'est ce qu'annoncent les sondages. Les sondages sur les intentions de vote montrent que entre 75 et 80%, suivant les sondages, des électeurs se déterminent en fonction de la situation locale et des candidats locaux, et à peu près 20%, entre 20 et 25%, vont se déterminer en fonction de la situation nationale et émettre un vote sur la situation nationale. Les 3/4 pour voter contre le gouvernement et 1/4 pour voter pour. Ce qui est d'ailleurs exactement la même chose que pour les élections précédentes. On avait les mêmes chiffres, sauf que ce n'était pas le même gouvernement, mais on avait là aussi à peu près les 3/4 des 20% qui votaient contre et 1/4 qui votaient pour. Donc il y a un effet, mais quand même relativement limité? Oui, d'autant plus que c'est très difficile pour un électeur d'isoler exactement la part de local et la part de national dans la façon dont il perçoit les choses. Les deux jouent, alors il y en a un qui joue un peu plus que l'autre, et finalement il va le faire basculer dans un sens ou dans l'autre, mais les deux jouent d'une certaine manière. Mais dans les grandes villes, on a pu remarquer que certains candidats, certaines têtes de liste ne montraient pas notamment leur couleur politique, leur logo. Le candidat Jacques Domergue, tête de liste UMP, pourtant, sur ses affiches, les logos avaient disparu, même si il disait bien qu'il était soutenu par l'UMP, par l'UDI, par le MoDem. On efface un petit peu les logos, c'est aussi le jeu des municipales? Oui, c'est les élections locales, donc tout le monde a intérêt à effacer, à se situer sur un plan local, à effacer le contexte politique. Il ne profite à personne. C'est pas un plus de s'afficher pour quelque parti politique national que ce soit, parce qu'aucun d'entre eux n'est tout à coup, subitement, beaucoup plus populaire que les autres, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc beaucoup adoptent des positions neutres. Je me souviens, mais c'est pas nouveau, je me souviens d'une manchette du Canard enchaîné dans les années 90, même 80, qui avait titré à la suite des municipales « Tout ce qui rentre fait centre », parce que tous les candidats se présentaient comme centre-gauche, centre-droit, centre-centre, etc., pour éviter justement de politiser l'élection. Donc c'est pas nouveau. Le rôle des meetings, on a vu des meetings importants dans la dernière semaine avant le premier tour, cette semaine. Est-ce que le nombre de participants en meeting donne une indication sur le résultat? On peut mobiliser en meeting, effectivement, faire un résultat catastrophique? Absolument. Je me souviens d'avoir entendu François Mitterrand dire que la campagne la plus fournie qu'il avait faite de sa vie en meeting, et celle dans laquelle il avait eu le plus de succès, c'était celle de 78, les législatives qu'il avait perdues. Il avait perdu.
Donc ça rassure l'équipe, ça rassure les militants, c'est vraiment la cohésion de groupe en fait. Voilà, ça change quelques votes, mais vraiment de façon marginale au niveau de l'unité, et ça regonfle les militants, ça les rebooste, ils ont besoin de se sentir nombreux, ensemble, enthousiastes, et voilà, ça leur fait plaisir. Alors, il nous reste presque une minute. Dans une minute, on commencera à pouvoir parler de certains résultats. Je rappelle que dans certaines communes, les résultats sont connus à 18h précises, puisqu'il y a des machines automatiques à voter. C'est le cas notamment de Juvignac. Donc, on donnera les résultats dès qu'on le pourra, évidemment. Je rappelle simplement les chiffres de la participation à 17h. Pour l'Hérault, 59,56%. Pour le Gard, 59,12%. Il restait encore effectivement un petit peu des heures de vote, donc on aura le résultat définitif, mais pas avant tard dans la soirée. On va accueillir Jean-Louis Roumégas, notre premier invité politique, voilà, qui peut prendre place. Bonsoir Jean-Louis Roumégas. Député Europe Écologie Les Verts de la première circonscription de l'Hérault et candidat sur la liste de Jean-Pierre Moore, candidat PS Europe Écologie Les Verts PRG à Montpellier. Vous êtes 13e position sur cette liste. D'abord, bonsoir, merci d'être avec nous. Et merci puis, comment avez-vous vécu cette journée de vote à Montpellier? Bon, personnellement, j'ai fait le tour des bureaux de vote de ma circonscription, apporter un soutien moral à tous ces gens que je voudrais saluer, qui tiennent les bureaux de vote et qui font vivre la démocratie. On l'oublie souvent, mais il y a des gens qui se dévouent et qui passent la journée, qui se lèvent à 7h du matin et qui de 8h du matin jusqu'à 20h tiennent le bureau de vote, ensuite participent au dépouillement. C'est un travail, il faut quand même saluer ce travail. C'est des centaines de personnes à Montpellier, des milliers dans l'Hérault. Bénévoles. Et ce sont des bénévoles, bien entendu. Bien sûr. On va donner un premier résultat, puisque je vous le disais, à Juvignac. Là, c'est automatique, c'est un vote automatique par machine. Donc, est arrivé en tête Arnaud Julien pour l'UMP, 38% des voix, avec sa liste Juvignac à tout cœur. Il est suivi de Stéphane Goffert du Front National, 15,3%. Et puis Jean-Luc, il est suivi de Jean-Luc Savy, autant pour moi, 28%, liste d'hiver. Et puis donc le Front National, Stéphane Goffert. Et puis Philippe Rocher, Parti Socialiste, qui fait aussi 15%. Donc Michel, 4 candidats en position de se maintenir qui font plus de 10% des voix sur Juvignac. Oui, c'est un cas de figure qu'on risque de rencontrer souvent ce soir. Triangulaire, quadrangulaire, peut-être sur Montpellier, on verra effectivement. Les bureaux de vote viennent juste de fermer à Montpellier. Comment vous envisagez, vous voyez, vous avez vu effectivement les sondages. Il y a eu beaucoup de sondages à Montpellier depuis le début du mois de janvier. Les scénarios triangulaires, quadrangulaires ne sont pas illogiques. Si on s'en tient au sondage, mais soyons prudents, on est à quelques minutes des premiers résultats, donc on verra. Pour l'instant, on sait que Montpellier a voté à peu près comme en 2008, donc une abstention assez forte, mais pas pire que la dernière fois, donc un peu dans la tendance nationale. Quoique je pense que la tendance nationale est plutôt à une plus forte abstention, donc Montpellier se maintient, si j'ose dire, dans son taux de participation, mais qui de toute façon ne sera pas très haut. Donc ça, c'est une première donnée qui n'est pas une bonne nouvelle pour la démocratie. Alors, on peut déjà commenter cette abstention. Je pense qu'il y a plusieurs éléments. Il y a certainement des éléments nationaux qui ont compté, mais je crois qu'il y a aussi des éléments locaux de division qui peut-être ont poussé les électeurs à attendre de voir comment les choses se décantent. Donc ça rejoint votre question. Je crois que tout est possible ce soir. Les électeurs attendent que les choses se décantent, s'éclaircissent. C'est pour ça que, pour ma part, ce que j'espère, c'est qu'il y ait le rassemblement le plus large de la gauche, de toute la gauche, parce qu'on a déjà fait un grand rassemblement au premier tour avec la liste Moore, mais il faut aller plus loin. Je crois que c'est l'enjeu d'éviter cette dispersion qui, je crois, perturbe les gens.
La particularité, Michel, de cette municipale à Montpellier, c'est une partie de la succession de Georges Frêche, de l'ère Georges Frêche, entre guillemets, qui se fait à travers cette municipale, qui se fera aussi à travers les élections régionales l'année prochaine. Mais là, effectivement, on a un redécoupage, une redisposition un petit peu de la carte électorale, de la carte des partis aussi, du positionnement de chacun à Montpellier. Ça crée une dispersion, tout cela ? Jusqu'à un certain point, parce que c'est vrai. Il y avait un que... dissident du PS. Oui, mais c'était lui aussi un héritier de Frêche. Et à un certain moment, on avait l'impression que tous les candidats, même ceux de l'opposition, plus fraîchistes, tu meurs, quoi. Et donc, c'était vraiment une espèce de querelle dynastique. Ça faisait penser à la mort de Charlemagne, à la division, à l'Otaringie, enfin, ce genre de choses. Bon, les électeurs vont arbitrer ce genre de problème et ils vont désigner qui ils voudront à la région, qui ils voudront à la municipalité et qui seront les héritiers, sachant qu'il n'y aura pas un deuxième Georges Frêche, un Georges II qui va lui aussi concentrer tous les pouvoirs, soit personnellement, soit à travers de gens qui lui soient très attachés, très fidèles. C'est une machine qu'il a mis 20 ans ou 25 ans à construire, avec le caractère qu'il avait. Je ne vois personne qui ait ni ce caractère, ni ce temps-là devant lui. Oui, moi je suis assez d'accord. Je pense que derrière les apparences de la succession de Georges Frêche, c'est bien normal, c'est la première élection qu'il ne préside pas, d'une façon ou d'une autre. En fait, il y a un profond renouvellement qui s'opère à Montpellier sur la scène politique. Et dans toutes les listes, je pense, il y a un profond renouvellement, changement de génération, des changements d'alliance. Nous en sommes la preuve. Vous étiez dans l'opposition jusque-là, j'allais le rappeler. Nous étions dans l'opposition, nous sommes dans l'alliance avec Jean-Pierre Moore. Donc on voit que c'est une page qui se tourne de toute façon, ça c'est clair. Justement, ces années d'opposition, je rappelle, vous étiez conseiller municipal d'opposition sous, entre guillemets, la mandature d'Hélène Mandroux. Qu'est-ce qui a fait justement que assez rapidement, puisque l'Alliance est intervenue au mois de décembre avec cette liste d'union Union de la gauche, avec le Parti socialiste notamment, qu'est-ce qui a fait que vous avez effectivement rapidement trouvé un accord cette année ? Deux choses. La première, c'est qu'il y a eu un véritable accord de fond. C'est-à-dire qu'il y avait des obstacles de fond, des sujets sur lesquels on était en désaccord. Vous n'êtes pas d'accord sur tout encore, hein ? Non, mais les principaux dossiers d'opposition ont été levés. Jean-Pierre Moore a su faire des pas importants parce que je crois qu'il a senti la nécessité de se rassembler. Et il avait raison, ça c'est le deuxième point. Il fallait éviter cette dispersion qui peut être meurtrière. Et nous avons voulu jouer ce rassemblement parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans un contexte d'abstention, de montée du Front National, je pense qu'on va le voir dans les résultats qui vont tomber, et dans ce type de situation, ne pas savoir serrer les coudes pour proposer un projet sérieux aux Montpelliérains, ça peut donner lieu à n'importe quelle solution démagogique. Et donc, il y avait aussi une prise de responsabilité de notre part. Je vais rappeler le résultat, le seul résultat que nous avons pour le moment. Je rappelle qu'à Montpellier, en tout cas, les bureaux de vote ont fermé à 20h. C'est le résultat de Juvignac, avec l'UMP Arnaud Julien qui est arrivé en tête avec 38% des voix, suivi du sans-étiquette Jean-Luc Savy. Puis vient le Front National avec Stéphane Goffert, 15%. Et puis le socialiste Philippe Rocher avec 15% également. Anne-Jacqueline Corral, d'hiver droite, obtient 3%. Le Front National présent dans les communes de l'agglo, y compris effectivement dans cette commune de Juvignac, de l'agglo de Montpellier. Autour de 15%, c'est 15%. Ça ? Oui, c'est à peu près ce qui était prédit. Ce qui a un niveau élevé dans ces communes. Ce ne sont pas les communes qui habituellement votent très fort Front National. Donc c'est en train de se confirmer. Je crois qu'il y a eu aussi des estimations sur Béziers qui paraissent très inquiétantes, avec peut-être un candidat du Front National en tête. C'est ce que disaient les derniers sondages. Voilà. Dernier sondage, effectivement, indiquait... Je crois qu'il y a un vrai contexte, alors qui s'explique à la fois, sans doute, par le désespoir social, mais aussi par le climat récent des affaires. Enfin, une espèce de vote contestataire qui s'ancre, qui augmente, qui enfle, et qui peut créer d'énormes problèmes, parce que c'est pas avec ça que les villes comme Béziers ou d'autres communes vont évidemment s'en sortir. Justement, une indication, un sondage Ipsos sorti des urnes qui nous parvient, dont le résultat nous parvient. Robert Ménard, soutenu par le Front National, obtiendrait 42% des voix. Elie Aboud, 33% des voix pour ce premier tour. Une forte avance qui
visiblement se confirmerait par rapport à ce sondage. Michel Crespi. Ah oui, c'est considérable. Les sondages précédents les donnaient pratiquement au coude à coude. Puis on a vu Robert Ménard qui passait devant Elie Aboud, mais de 3 ou 4 points. Et là, d'après ce que vous dites, Olivier, il a une dizaine de points d'avance, 8 à 10 points d'avance, ce qui est une très forte avance, qui le place dans une position extrêmement favorable. Alors, il y a cette poussée du Front National qui est tout à fait incontestable et encore accentuée par le fait que le Front National a des listes beaucoup plus fréquentes, beaucoup nombreuses qu'avant. Le Front National a à l'heure actuelle, je crois, 28 listes étiquetées Front National dans l'Hérault, plus 3 autres, dont celle de Ménard, qui sont cataloguées sympathisantes du Front National. Soutenues par le Front National. Donc il a 31 listes, alors qu'il en avait à peine une dizaine la dernière fois. Donc mathématiquement, il devait forcément progresser. Mais en plus, vous avez raison, M. Omégas, il continue à progresser là où il était déjà présent. Une Rainer à Béziers était très loin de pouvoir ambitionner de gagner la ville. Et là, Ménard est dans une position qui le rend tout à fait possible. Ça veut dire quoi? Que les grandes forces politiques, les grands partis politiques, le Parti Socialiste, même Europe Écologie Les Verts, l'UMP, n'intéressent plus les électeurs, qu'ils doivent effectivement aller vers des formations différentes, qui n'ont pas forcément encore exercé le pouvoir, justement? Je pense qu'il y a un cas particulier de la ville de Béziers, qui est une ville qui est en train de se dégrader fortement sur le plan économique. On le voit sur des choses toutes simples, comme l'immobilier qui s'effondre, le taux de chômage qui explose. Bon, c'est une ville qui est très touchée par la crise, et donc certainement un vote de désespoir. Mais le problème, c'est que ce vote-là, on ne voit pas comment ce vote va pouvoir permettre à Béziers de décoller. C'est ça la question. C'est ça que les électeurs de Béziers auront à trancher dimanche prochain. Ça va poser une question à l'ensemble des forces républicaines dimanche prochain, savoir quelle sera leur attitude à Béziers quand même. Oui, tout à fait. Tout à fait, ça va poser une question. Ce que on disait il y a un instant, c'est que dans certains cas, c'est la gauche qui va arbitrer, le Béziers sera dans ce cas, le duel entre le Front National et l'UMP. Si Duplat est en 3e position, comme il le semble, d'après Jean-Michel Duplat qui menait une liste PS Europe Écologie Les résultats partiels que nous avons, il avait toujours dit, moi je considère que Abou et Ménard, c'est quasiment bonnet blanc, blanc bonnet. Bon, à un certain moment, s'il se maintient effectivement au second tour, il n'y a aucune raison que Ménard ne gagne pas. Dans ces conditions, ça lui pose à lui un problème considérable et ça le pose à ses amis, aux forces qui le soutiennent, parce qu'il n'est pas en position... On verra ce qui est fait au niveau d'un appel éventuel. D'après les résultats partiels que nous avons et ce sondage sorti des urnes, Duplat n'est pas en mesure de gagner Béziers. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il s'en désintéresse? Et il dit, bon, ça ne me regarde pas, finalement, débrouillez-vous entre vous. Moi, je suis dans l'opposition, je me maintiens. Ou est-ce qu'il se retire et appelle à voter à bout? Et dans ce cas, est-ce que ses électeurs suivent? Ce qui n'est pas du tout sûr. Donc, c'est vraiment une situation très compliquée pour la gauche, là. Quelques premières tendances, pas des résultats définitifs, on les verra effectivement dans le courant de la soirée. Pour 7, où les bureaux ont fermé à 19h, c'est François Commayne, l'UMP François Commayne qui arriverait en tête avec 33% des voix, suivi du Front National, Marie-Christine Aubert 20%, François Liberty pour le Front de Gauche. Et Front de Gauche est à 12%. Et puis Yves Marchand, sans étiquette ancien maire, qui s'était représenté cette année, est à 11%. François Commayne en avance confortable. Et puis à Beaucaire, des résultats définitifs cette fois dans le Gard, c'est Julien Sanchez, Front National, qui est en tête avec 33% des voix, suivi du maire sortant, M. Bourbousson, d'Hiver Droite, 22% des voix. Donc ça se confirme effectivement, en tout cas au niveau de Beaucaire, Front National en tête avec 10 points d'avance. D'autres résultats pour Béziers, donc je vous le disais, ce sondage Ipsos qui met Robert Ménard, soutenu par le Front National, en tête avec 42% des voix, suivi de l'UMP Elie Aboud. Et puis un sondage aussi pour Nîmes avec Ipsos qui donne l'UMP Jean-Paul Fournier en tête avec 37,8% des voix. Le Front National, Yohann Gillet, 23%. Madame Dumas pour le Parti Socialiste obtient 15,3% et le Front de Gauche 12,3%. C'est un sondage, je vous le rappelle. Autre sondage sorti des urnes Ipsos pour Perpignan. Louis Alliot pour le Front National est en tête avec 33% des voix, suivi du maire sortant UMP, Monsieur Pujol, 30%. Le Parti Socialiste est à 11%. Voilà pour ces premiers
sondage ou résultat partiel. On va écouter la candidate, la tête de liste Front National pour Montpellier, France Jamais, une interview réalisée juste après son vote cet après-midi. Écoutez. Je pense que les sondages pour l'instant nous donnent une bonne dynamique, mais je pense qu'ils sont peut-être même en deçà de la réalité. J'ai toutes les raisons d'être optimiste. Mais je suis au second tour, évidemment que je suis au second tour. Le problème, c'est de savoir si j'arriverai en tête ou du moins dans les outsiders. Michel, par rapport aux résultats que j'ai indiqués, à Nîmes, Jean-Paul Fournier, le maire sortant, en tête. Et puis à Perpignan, Louis Alliot, numéro 2 du Front National, candidat, qui serait en tête effectivement pour ce premier tour devant l'UMP. Ah oui, on est dans le cas de figure qu'on vient de décrire un peu pour Béziers. Ça paraît se confirmer un peu partout. Je vais vous interrompre, on va aller à Saint-Gilles en direct. Écoutez, Gilbert Collard, Front National. On n'en serait pas loin, j'ai pas les chiffres définitifs malheureusement, mais il y a un élan qui est magnifique et qui est général, je veux dire, même dans les endroits où le vote habituellement nous est défavorable, on enregistre des scores qui sont impressionnants. Donc il y a vraiment une poussée dont on doit prendre acte et dont on doit être digne, parce que vraiment c'est une puissante expression de la volonté populaire qui vient de s'exprimer ici. Vous espériez quand même passer au premier tour, ça semble un peu difficile. Ah non, moi je n'espérais pas passer au premier tour, j'aurais été heureux de passer au premier tour, mais les conditions dans lesquelles j'arrive au second tour me satisfont grandement, très, très grandement. Comment va se passer cette campagne d'entre deux tours ? Elle va se passer comme elle s'est passée jusqu'à présent, calmement, avec maintenant quand même des vents on ne peut plus favorables, et la signification qui est importante pour moi, que même dans la cité où on aurait pu considérer que je n'aurais pas un bon score, je fais quand même un score important. Donc cela veut dire que tous les Saint-Gillois et toutes les Saint-Gilloises, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur famille, ont fait un pas vers moi. Et je me dois d'accueillir ces votes dans l'ensemble de la République, et c'est ce que je vais faire. Vous craignez un front républicain qui se mette en place dans les toutes prochaines heures ? Oh non, ça ici, comme en France du reste, c'est un gadget qui est bon pour la baignoire des politiciens qui s'ennuient le soir avant d'aller prendre leur tilleul. Donc ce soir, plutôt satisfait, plutôt... Ah ben, attendez, comment voudriez-vous que je ne sois pas satisfait ? Enfin, bon, je peux concevoir que ma satisfaction ne satisfera pas tous les journalistes, tous les observateurs, mais moi je suis on ne peut plus satisfait. Qu'est-ce qu'il me faut de plus, quoi ? Alors, où sont les militants ? Ils sont à la salle polyvalente. Vous les rejoignez ? Je vais les rejoindre, oui. Là maintenant ? Oui. Parce que vous croyez qu'on a un score pareil sans militants, vous. Voilà. Ça, je vois bien l'objectivité du journaliste. Non, ils nous attendent là-bas. À ce moment-là, on pourra refaire un sondage. Oui, bien sûr, bien sûr. Et moi, j'aimerais bien avoir les résultats définitifs. On va attendre les résultats définitifs justement à Saint-Gilles. Gilbert Collard largement en tête, visiblement. Michel, un mot sur Saint-Gilles. Pas vraiment une surprise, cette avance de Saint-Gilles, Beaucaire, Tarascon, ça fait partie des villes, et peut-être Béziers, ça fait partie des villes que le Front National ciblait, dont il pensait qu'il pouvait les gagner. Et sur la base des quelques résultats que nous avons et des tendances qui semblent se dessiner, il est tout à fait en mesure de réussir son pari et de gagner en effet au moins une dizaine de villes. On va écouter une autre réaction de sortie de vote. C'était ce matin, cette fois, puisque beaucoup de listes ont voté ce matin. Celle de Jean-Pierre Bourg, en tout cas, a voté ce matin. On va écouter Jacques Domergue, qui a voté, effectivement, lui aussi. C'était en fin de matinée à Montpellier. On l'écoute. Je crois qu'il faut regarder d'abord le résultat du premier tour, parce qu'il va être déterminant pour des alliances éventuelles au second. Donc, on va voir si les sondages nous disaient la vérité ou au contraire si les Montpelliérains s'expriment différemment. Je crois que le mécontentement est très fort, donc ça devrait être un des éléments qui se traduira dans le vote, et espérons que nous serons les récipiendaires de ce mécontentement, parce qu'on a vraiment un vrai projet pour les Montpelliérains.
Bien, on va retourner à Béziers, retrouver Marlène Mecq qui est toujours en direct de la mairie de Béziers. Marlène, les premières indications indiquaient que Robert Ménard était largement en tête selon un sondage Ipsos, 42% des voix, 33% pour Elie Aboud. Est-ce que ces tendances se confirmeraient ? Alors ici, oui, cette tendance se confirme, en tout cas sur le tout premier bureau de vote dont on a les résultats définitifs, le bureau de vote numéro 1, celui de l'Hôtel de Ville. Sur les 431 votants, eh bien 206 ont voté pour Robert Ménard contre 134 voix pour Elie Aboud, l'UMP. Le socialiste Jean-Michel Duplat arrive largement derrière avec 71 voix. Et ensuite le Front de gauche, Aimé Coutquet, 13 voix. Donc ça, c'est le bureau de vote numéro 1, bureau de centre-ville. La forte mobilisation des électeurs aura donc sans doute profité à l'ex-fondateur de Reporters sans frontières et aussi un report de voix de l'UMP vers l'extrême droite. C'est en tout cas ce qu'on peut imaginer, ce qu'indiqueraient ces premières tendances. Merci Marlène, on se retrouvera un petit peu plus tard pour des résultats, je l'espère, on l'espère définitifs. On va retrouver dans un instant Julien Lamoussière, mais d'abord on va écouter Jean-Pierre Moore à l'issue de son vote. C'était lui aussi vers 11h30 ce matin. Tout à fait, comme à chaque scrutin, le devoir est accompli dès qu'on a mis le bulletin dans l'urne et puis on attendra les résultats ce soir, très serein. Optimiste, serein ? Oui, serein et... Le vrai sondage, c'est ce soir, effectivement, grandeur nature, à partir de 20h. Un peu de soulagement aussi, on se dit que la campagne est presque finie ? Non, elle n'est pas finie, c'est un premier tour, puis il y aura un deuxième tour, et la campagne n'est jamais finie, jusqu'au dernier moment. Et donc ce soir, vous serez où exactement ? Comment ça va se passer ? Ah ben je serai sur Montpellier, ça c'est sûr, pas de problème. Bien, Jean-Pierre Moore sera sur Montpellier, ça vous fait sourire. Il sera en tête, selon vous ? Je pense que Jean-Pierre Moore sera en tête, ce qui est normal vu le rassemblement qu'il a su opérer. Et puis je pense que c'est la liste qui porte le projet le plus sérieux pour Montpellier. Donc on va y venir quand on aura les résultats, mais voilà. Beaucoup plus tard dans la soirée, les résultats définitifs. En tout cas, on aura quelques tendances évidemment à Montpellier, mais beaucoup plus tard dans la soirée. Une autre tête de liste à voter aujourd'hui à Montpellier, c'est Joseph Francis, tête de liste UDI. On l'écoute. Le devoir accompli d'une belle campagne, où nous avons fait vraiment une excellente campagne et les gens nous ont accueillis favorablement. Maintenant, j'ai voté, moi, j'ai accompli mon devoir citoyen avec un temps magnifique et j'attends sereinement les résultats ce soir. Alors, si vous pouviez chiffrer ces espérances ? Oh là, c'est pas aujourd'hui. En tout cas, j'espère que nous serons la surprise du premier tour. Ça, nous le verrons un peu plus tard, crédité de quelques pourcents, l'UDI, mais effectivement qui a fait campagne. 9 listes à Montpellier. Ça vous a étonné, Jean-Louis Mégas, ou c'est effectivement quelque chose de récurrent dans la capitale régionale ? C'est la moyenne habituelle. Ce qui est plus étonnant, c'est la répartition de ces listes. 2 listes UDI, puisque l'UDI est à... Enfin, des membres de l'UDI sur 2 listes. Il y a des membres de l'UDI sur 2 listes. 4 listes à l'extrême gauche aussi, ça c'est une particularité montpelliéraine. Une liste dissidente à gauche, ambiguë, mais avec quelqu'un à sa tête qui est issu de la gauche. Bon, c'est plutôt cette configuration qui est anormale, mais pas... ambigu, je ne sais pas, on lui demandera quand il sera sur le plateau. Non, ambigu dans la mesure où il avait sur sa liste clairement affiché des hommes venant de la droite et se positionnant en dehors du clivage, alors que ça n'est pas son histoire. Ça, c'est ambigu, de toute façon. Michel Crespilly, sur la multitude de listes à Montpellier, effectivement, une tradition, notamment à gauche et à l'extrême gauche. Oui, c'est le chiffre normal. Non, la gauche et l'extrême gauche, là, ils ont quand même battu des records de division cette fois-ci. On rappelle, un Front de gauche, le NPA, le Parti ouvrier indépendant et Lutte ouvrière. Voilà, c'est ça. Ça en fait 4, effectivement, qui se partagent dans le meilleur des cas 10%. Mais les gens qui faisaient partie de ces listes-là ont expliqué très clairement pendant leur campagne que c'était des candidatures de témoignage, qu'ils n'avaient pas du tout l'intention de gérer la ville et qu'ils voulaient simplement faire avancer leurs idées et convaincre quelques nouveaux adhérents. Donc
resté un peu en dehors de la compétition municipale entre les grandes listes. Cela dit, ils ont des électeurs et on verra comment ces électeurs se comporteront au second tour. Il ne faut pas les négliger. Il y a beaucoup de listes qui risquent de se retrouver à 1 ou 2% près au second tour. Et 1 ou 2%, ça compte toujours. Un autre résultat que je vous indiquais que nous aurions assez rapidement, même s'il a tardé à arriver, celui de Palavas, où effectivement ce sont aussi des machines à voter. Eh bien, c'est le maire sortant, Christian Jean-Jean, UMP, qui arrive en tête avec 46% des voix, suivi d'un jeune candidat d'hiver droite, Mathieu Soliveres, 32,52% des voix. Et puis le Front National, Stéphane Vincent, obtient 11% des voix. L'Union de la gauche, un parti socialiste, mais pas uniquement, Christian Jacquet obtient à peine 10%, 9,75%. À noter quand même que cette fois, Christian Jean-Jean n'a pas été élu au premier tour, ce qui était le cas en 2008. Il brigue son 5e mandat, mais en tout cas, il est en tête assez largement, 46,46% des voix, premier tour. C'est une avance confortable. Oui, c'est une avance confortable. Il a d'assez bonnes chances au second tour, mais effectivement, il n'a pas passé le premier en étant élu. Et ça, c'est déjà un petit revers. Mais à partir d'un certain moment, il finit par y avoir un tout petit peu d'usure, d'une façon ou d'une autre. Quoique pour les municipales, beaucoup moins que pour les autres élections. On voit des maires qui font 5, 6 mandats. Ça choque personne. Alors que quand un président ou un député s'apprête à en faire un second, tout le monde trouve que c'est exagéré. Mais les Français sont habitués à leur maire. Et bon, le maire sortant, il est là. Ça fait combien de temps? Ça fait très longtemps. C'est pas un problème. Bon. Au contraire, c'est plutôt un avantage. Bon, un maire sortant qui est, lui, réélu dès le premier tour, c'est à Vendargues. On va voir le résultat. 79% des voix pour l'UMP Pierre Dudiezer, élu. Et puis voilà, donc Henri Itier d'hiver gauche obtient 13% des voix. Éric Fayard aussi d'hiver gauche, 6% des voix pour ce résultat. On va rejoindre en préfecture Julien Lamoussière qui nous attend pour faire un petit point. Julien. Oui, Olivier, effectivement, avec des premiers résultats qui sont donc tombés, confirmés. Pierre Dudiezer, l'élu est donc confirmé UMP à 58% des voix pour la commune de Vendargues dès le premier tour. Pareil pour Le Pouget, élu dès le premier tour. On a pas mal de petites communes qui sont tombées, évidemment. Le Bousquet d'Orbe, élu dès le premier tour. À 7, on l'a dit avec Marlène Mec tout à l'heure. Les premiers résultats, l'heure est au dépouillement. La participation apparemment serait de 72%. Et l'UMP François Comène en tête. Derrière lui, ce serait François Liberty. Villeneuve, les Béziers, la gauche est en tête, c'est le maire sortant, il est en situation à 46,8%, ça c'est une droite à 33,7%. À Julignac, il y aura bien un duel, Arnaud Julien est à 38% pour pas le maire sortant, mais étiqueté UMP, Julignac près de Montpellier. Je peux vous donner Villeneuve-les-Maglones, où le divers gauche, monsieur Ségura, totalise pour l'instant 40% des voix, du moins totalise et c'est confirmé. Et puis à Valras-Plage, c'est Guy Combes, il est en ballottage favorable, le maire sortant, avec près de 41% des voix. Voilà pour les premières tendances. Et puis effectivement, on confirme en préfecture du côté de Béziers que Robert Ménard serait largement en tête par rapport à Élie Abou, étiqueté UMP, donc pour la ville de Béziers, pour le chef de la deuxième ville de l'Hérault. Voilà pour les premiers résultats qui sont tombés. On devra avoir la grande note et Palavas d'ici quelques minutes, Olivier. Merci beaucoup. On se retrouve effectivement dans quelques minutes. Un résultat partiel, celui de Castelnau-le-Lez, avec le maire sortant UMP Jean-Pierre Grand qui obtiendrait 48,99% des voix pour le moment. Donc résultat partiel. Il est suivi du candidat Parti Socialiste avec 27,36% des voix. Donc Jean-Pierre Grand qui serait qualifié pour le deuxième tour, peut-être réélu, on va voir, puisque ce sont des résultats partiels et qu'on approche tout de même des 50%. On va faire une très courte pause et puis on va se retrouver dans un instant. À tout à l'heure.